t'as beau faire x2 sur ton CA et donc ça peut faire rêver le x2 sur le CA, en fait si ta bottom line elle n'a pas bougé, c'est considéré comme un échec. Et ça, d'un point de vue mentalité, c'est vrai que chez les startups ça n'existe pas. Ça veut aussi dire que d'un point de vue terrain de jeu marketing, naturellement il y a des leviers qui vont être mis de côté, notamment le travail sur la brand. La marque, c'est un levier puissant de croissance. En même temps, c'est un poste de dépense plutôt long terme. Tout à fait. Comment tu réconcilies les deux, tu vois ? Anna, donc toi tu es Chief Client Officer chez Intessia. On en parlait en off avant, mais Intessia, très belle boîte, mais trop peu de gens connaissent. Donc explique-nous, qu'est-ce qu'Intessia ? Ok. Alors Intessia, c'est une PME qui fait à peu près 60 millions, qui opère dans 3 pays. Le plus gros des marchés, c'est la France, mais on est aussi présent en Espagne et en Italie. Et en fait, Intessia, c'est une PME, double trade, qui a progressivement racheté d'autres PME, Edisis, récemment le groupe Explore, avec les marques Explore et Wanao, mais qui a cet ADN commun qui est d'éditer des logiciels pour du B2B, de façon à mettre à disposition des clients, et quels qu'ils soient, ça va du BTP en passant par la joaillerie, sur l'identification d'opportunités d'affaires. Donc dit comme ça, c'est ultra galvaudé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre à disposition des signaux faibles jusqu'à des vrais leads chauds bouillants pour les clients. Les signaux d'affaires, ça va être savoir qu'il y a des communes qui s'intéressent au fait de rénover leur patinoire à Meudon, jusqu'à une commune qui décide effectivement de lancer un appel d'offres pour toute la maintenance de ces bâtiments qui accueillent du public. Voilà. Donc on a plusieurs types de produits à disposition. On a des produits qui sont spécialisés sur les marchés publics, donc des vrais logiciels tech où on va de la détection jusqu'à la réponse à appel d'offres. On a des produits qui sont généralistes, donc l'un d'entre eux c'est Corporama, qui permet d'identifier un certain nombre, de cibler un certain nombre sur un certain nombre de critères des entreprises pour leur proposer des services. Cas d'usage classique, c'est la flotte auto. On a identifié qu'il y avait des boîtes qui avaient énormément recruté. Bon, il y a un gros potentiel pour accompagner sur la flotte auto. Et ensuite, on a une entreprise qui a une expertise extraordinaire de données as a service, data as a service, qui est Explore, et en fait qui agrège énormément de sources, des sources open data, qui est en capacité de croiser avec des sources propriétaires. On a des gens qui appellent tous les promoteurs de France pour savoir exactement qui sont les intervenants travaux, à quelle phase on en est sur le chantier. Et en fait, Explore, ça permet quoi ? Ça permet de croiser énormément de données, de faire de la prédiction, utilise beaucoup l'IA, pour mettre à disposition des clients ces opportunités d'affaires, parce qu'en fait, in fine, c'est ça que cherchent nos clients. Et ça, c'est vraiment notre ADN commun. Mais du coup, pour répondre en une phrase, c'est une boîte tech à destination du B2B qui met à disposition des opportunités d'affaires, quel que soit le niveau de maturité. Ok, très intéressant. Les cibles, du coup, sont hyper variées. Extrêmement varié. C'est-à-dire que là, j'ai fait récemment avec les responsables commerciaux des revues de portefeuille, et dans la même journée, on a parlé plomberie, équipement électrique pour les centrales nucléaires, et après, on a parlé de rénovation énergétique. Et avec là-dedans des entreprises qui sont des TPE, typiquement plomberie, mais qui pour autant sont hyper intéressés, pour lesquels c'est un vivier d'affaires énorme, jusqu'à des multinationales. Eiffage est un de nos clients et opère partout dans le monde. Donc c'est à la fois c'est vertigineux, parce qu'en fait, d'un point de vue marketing, comment est-ce qu'on réussit à avoir un message qui est percutant, qui va de la PME jusqu'au grand groupe, et accessoirement avec des problématiques, des secteurs qui ont le vent en poupe, il n'y a rien à faire, ça, quoi qu'il arrive, ils toquent à la porte. Et là, par exemple, on a une grosse exposition au secteur de l'immobilier.
quand même là, c'est le gros de la crise. OK, comment est-ce qu'on les accompagne? Et il y a énormément d'opportunités pour les accompagner. Mais en ce moment, il y a des restrictions budgétaires. Voilà. Et donc, c'est un sacré challenge, effectivement. OK. Et donc, Chief Client Officer, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être hyper honnête. Ça a été... on a défini mon titre en partant de ChatGPT. C'est vrai? C'est vrai. C'est excellent. C'est le DAF qui a rentré les missions qu'ils avaient en tête pour moi au moment de me recruter. Et ChatGPT a dit, OK, appelez-la Chief Client Officer. C'est excellent. Donc maintenant, plus concrètement, c'est quoi mon périmètre d'intervention? Moi, j'ai 3 sujets de prédilection. Le premier, c'est acquisition, marketing. Donc, notoriété et lead gen. Ensuite, j'ai Customer Success. Et le troisième pôle, Sales Ops, donc efficacité commerciale. Globalement, moi, mon KPI maître, c'est le NRR. C'est une fois qu'un client est en base, s'assurer qu'on augmente, que notre NRR est au-dessus de 100. Voilà. Et évidemment, la lead gen est ultra importante, mais on a historiquement des produits qui sont en sales motion avec énormément de sales très aguerris. Donc, notre job, c'est de les accompagner. On a à peu près, en fonction des produits, on représente entre 20 et 40% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de l'apport de lead. Ensuite, c'est eux qui le transforment, hein, soyons clairs. Merci les commerciaux, by the way. Donc, on a un enjeu, évidemment, sur le nombre de leads en entrée. Mais moi, là où vraiment ma mission en tant que gardienne de la galaxie, c'est comme ça que nous, on s'appelle au pôle client, les gardiens de la galaxie, c'est de s'assurer que les clients en aient pour leur argent et donc de tendre au maximum vers un NRR qui dépasse les 100. OK. Particularité d'Intesia, je dirais il y en a plusieurs, mais en tout cas une sur laquelle je veux qu'on revienne, c'est que donc c'est une boîte qui a à peu près 30 ans. Ouais. Toi, tu es arrivé vraiment pour développer ce pôle client et marketing notamment, puisque historiquement, c'est une boîte qui est très portée par les sales, et tu le disais. Donc, culture sales. Ouais. Pas particulièrement une culture marketing. On sait que souvent, il y a un peu le conflit culture sales, culture marketing, tu vois. Donc, toi, tu arrives voilà, pour justement développer ce pôle-là. Comment tu t'y prends ? Alors, on a de la chance d'avoir des sales qui historiquement sont quand même très intéressés par les problématiques marketing. On a notamment un directeur commercial qui est hyper impliqué, qui donne énormément d'idées. Donc cette tension, moi c'est pas quelque chose que j'ai ressenti en arrivant. Donc ça c'était plutôt ça c'est positif, ouais. C'est très positif. En revanche, le challenge c'est le nombre de marques. En fait, on est un groupe où on essaye au maximum historiquement de conserver l'ADN des marques. Et le sujet là, maintenant, c'est de réussir à cranter. Parce qu'en fait, il y a énormément d'upsell et de cross-sell qui peut être fait au sein du groupe. Les solutions d'Explore avec une expertise DaaS super forte peuvent être ultra intéressantes pour des gens qui sont des clients Corporama, des clients Double Trade, des clients Wanao. Et donc, moi, mon challenge, c'est de réussir à construire avec les sales un plan de guerre, un plan d'action sales and marketing pour définir les priorités. Parce que j'ai une équipe qui est courte. Historiquement, on n'est pas un groupe qui investit énormément dans le marketing. On a toujours eu des équipes courtes et à qui on demandait d'être ultra débrouillardes et ultra couteau suisse. Et maintenant, moi, le challenge, c'est ce qui m'a largement occupé depuis 1 an que je suis là, ça a été de définir le plan de guerre. Et là, maintenant, très concrètement, de rentrer dans les opérations. Jusqu'à présent, on a fait du business as usual en nettoyant les facteurs d'hygiène. Les facteurs d'hygiène, c'était remettre à niveau le SEA, parce que c'était des choses sur lesquelles les comptes n'étaient pas optimisés, parce qu'on s'était dit, OK, approche ultra frugale, on l'internalise pour un certain nombre d'entités du groupe. Bon, clairement, on n'a pas, tu le disais en intro,
on n'est pas connu du grand public. On n'est pas une marque qui fait rêver pour l'instant. J'espère que ça va changer. Ça va venir. Merci Jordan. On a un sujet pour attirer les talents et de toute manière, notre budget SEA, on n'aura jamais le budget SEA de Facebook. Donc clairement, pour avoir un talent qui va rester, qui va mettre en place tout ce qu'on veut, non. En fait, et là, moi, petite publicité, j'ai travaillé avec ton équipe pour remettre tout ça au carré et ça porte ses fruits et maintenant on accélère et ça nous fait des très bons leads. Donc là, moi, la première année, ça a été vraiment de mettre en place les facteurs d'hygiène sur toutes les entités, construire le plan de guerre vraiment en allant finement passer du temps avec mes CSM pour comprendre qui étaient les clients, qu'est-ce qu'ils voulaient, comment est-ce qu'on pouvait upseller, cross-seller, mettre à niveau les outils du groupe. Et maintenant, là, le sujet, c'est de réussir à ordonnancer ça sur une équipe qui est très courte. On a une équipe marketing ultra courte et parfois aux grandes dames des commerciaux qui ont énormément d'idées, c'est de savoir dire non. C'est de savoir dire non parce qu'en fait, à équipe courte, à temps contraint, nous, notre métrique, c'est qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Et donc c'est toujours ultra frustrant parce qu'il y a une part de pari, il y a une part où on préjuge et les sales peuvent ne pas être d'accord d'ailleurs. Bah oui. Et parfois on a tort. Voilà. Mais au global, là, en coupant un certain nombre de campagnes marketing qui avaient été faites dans l'année et où on se disait, OK, on est en train de faire du spray and pray, on a quand même augmenté notre chiffre d'affaires marketing en rassemblant nos efforts pour être capable de structurer la suite. Donc là, moi, l'énorme sujet, c'est de réussir à accélérer sur un plan de guerre dont on a convenu avec les sales. Et continuer à construire sur une base qui était ultra saine, qui était des équipes sales et marketing qui s'entendaient bien, qui regardaient dans la même direction. Donc ça, c'est hyper galvanisant. Le sujet maintenant, c'est de se dire que il y a un certain nombre de techniques qu'on n'a jamais explorées. Par exemple, on exploitait assez peu les réseaux sociaux. On exploitait assez peu de nouveaux formats, typiquement les podcasts. Et tous ces sujets-là, c'est de se dire, OK, avec les sales, quelle est la dose de pari qu'on est prêt à prendre ? Parce que le pari, c'est du temps, en fait, par rapport à la quantité de choses que vous voulez qu'on fasse. Et il y en a une partie, c'est des no-brainers, et il y en a une partie où on arbitre. Voilà. Et donc la mise en place de cette hygiène, elle est en cours. Et le vrai challenge, c'est continuer à améliorer les outils et réussir à faire grandir l'équipe qui est là, et aussi attirer de nouveaux talents. Parce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas encore, parce que c'était pas des avenues qu'on explorait à l'époque. Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Autre particularité, et du coup comme ça permet de compléter, c'est que le financement d'un Tessia se fait beaucoup au travers de LBO notamment. Alors c'est un mode de financement qui est totalement inverse des startups. Ouais. On a d'un côté du financement parce qu'on gagne pas d'argent et de l'autre côté un financement parce qu'on en gagne. Et en fait, mais du coup, les enjeux notamment de LBO, les objectifs, etc. sont, du coup, ça vient aussi contraindre d'une certaine manière le type de levier qu'on peut exploiter, etc. Donc, comment est-ce que, du coup, déjà, quelles contraintes, toi, tu as vis-à-vis de cette méthode de croissance, de financement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et comment est-ce que comment est-ce que tu adaptes ta stratégie marketing aussi par rapport à ça ? Ok. Alors, le LBO...
Déjà, peut-être expliquer ce que c'est, parce qu'en fait, Okay. je suis en train de capter qu'il y a peut-être plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'un LBO. Ouais. Alors déjà, ça veut dire leverage buyout. Il y en a plein de formes, mais la forme dans laquelle est Intesia, c'est qu'on a un actionnaire qui a investi en 2022 et qui nous a dit ok, nous on va vous financer pendant généralement c'est 5-7 ans, c'est la durée de leur fonds, à l'issue duquel il va y avoir un nouveau tour de financement. L'exigence, c'est que les boîtes soient rentables, on se finance par de la dette, et donc ça veut dire qu'on a une exigence sur l'EBITDA. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ça qui permet de rembourser la dette. Donc c'est vraiment... ça n'a de commun avec les startups que par un apport de cash. Les contraintes sont littéralement opposées. Moi, chaque euro investi, je caricature un peu, j'ai le droit à des paris. Mais concrètement, à la fin, ce qu'on me demande, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi j'ai investi 1 euro et que le ROI de cet euro est profitable en ARR. Vraiment, c'est ça, moi, mon job. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'on ait augmenté la taille de la base client et qu'on ait augmenté la fidélité client. Moi, globalement, sur le pôle client, c'est vraiment ça. Et le premier métrique dont je te parlais tout à l'heure, le NRR. Donc maintenant, quelles contraintes ça a fait peser sur toute la boîte, le marketing n'étant qu'un des points de la boîte où tout le monde est soumis à ce contexte. Sachant que les gens d'Intesia sont habitués parce qu'en fait, c'est pas le premier. Donc, voilà. Et c'était déjà le cas aussi chez Explore. Donc, personne n'est choqué, c'est pas un changement de paradigme. La contrainte, c'est vraiment, il y a une exigence de frugalité. Et c'est pas simplement parce qu'on est dans de la PME, mais c'est de se dire, vraiment, c'est quel est le retour sur investissement pour chaque campagne, pour chaque outil, pour chaque personne qu'on fait venir dans l'équipe. Donc, moi, il faut qu'il y ait un retour assez rapide, c'est-à-dire que dans le sens où mes actions, je suis jugée au trimestre. Donc tous les trimestres, en fait, moi, je rends des comptes sur qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir avec cet argent dont on a disposé. Et si je prends l'année passée, si je me retourne, en fait, un des challenges, ça a été de dire, OK, on a réussi à augmenter le chiffre d'affaires marketing global, enfin le chiffre d'affaires qui vient du marketing, qui va prendre plein de formes, qui va prendre augmentation de la base client, augmentation des paniers moyens et ainsi de suite, augmentation de la fidélité client, de la LTV, mais à ISO-budget. Et ISO-budget, je parle à la fois en termes de taille de l'équipe, en termes d'investissement, typiquement budget SEA, et en termes d'investissement outils. Et ça, c'est une victoire, sachant qu'on a intégré un portefeuille, on a créé des marques, on en a créé 2 supplémentaires, et on a réussi à le faire à ISO-budget. Donc maintenant, moi, le challenge, un peu ma quadrature du cercle pour les 3 prochaines années, le cap que je donne maintenant, cette rentrée à l'équipe, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on accélère par rapport à ça ? Parce que on a fait des choses qui étaient top et au global, on a augmenté, on a obtenu ce qu'on voulait, on a un meilleur ROI. Mais comment est-ce qu'on fait ? Parce que nous, notre échéance, on est dans un LBO et on sait, le cadre est assez contraint, on sait à peu près quand est-ce qu'il devrait y avoir un nouveau tour. Comment est-ce que on maximise nos KPI clés d'ici là ? Sachant que moi, contrairement à une start-up, j'ai été dans des structures un peu plus start-up par le passé, c'était vraiment uniquement des métriques, nombre de leads, base client, voilà. Top line. Là, moi... Bottom line. Mais en fait, moi, je suis très à l'aise avec moi, j'aime bien ce cadre parce qu'il est cash, en fait. Et je dis pas cash dans le sens money, oui. Mais c'est... il est clair, il est honnête, il est... Voilà. Ouais, on sait où on met les pieds. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde, mais... En tout cas, moi, une des autres vertus
qui est importante pour le LBO, c'est aussi de se dire, il y a énormément de personnes qui ont souhaité investir. Et moi, je trouve que c'est un super indicateur, pas simplement au marketing. Hein. Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est un très bon indicateur de la santé des équipes, de leur confiance dans la ligne stratégique. Et puis, il y a aussi le fait que, en termes de posture, quand on réfléchit ensemble aux campagnes, à comment on se projette, en fait, on est tous alignés sur le fait que c'est pas simplement de la top line, c'est top line et bottom line. Ouais. Et ça, c'est en fait le fait que tout le monde soit aligné là-dessus, ça fait gagner un temps considérable. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc effectivement pour les personnes qui sont pas très familiers effectivement de ce type de modèle-là. En fait, il y a un truc qui est quand même particulièrement intéressant à noter, c'est que là où effectivement les startups elles vont plutôt se financer avec des VC, l'objectif ça va être maximiser le chiffre d'affaires et tant pis pour la renta. Là, limite entre si tu fais x2 sur ton CA mais que ta bottom line elle a pas bougé, c'est un échec. Totalement. Quand bien même ta bottom line est bonne. Parce que par ailleurs, on est sur un business qui, historiquement, est ultra profitable, oui. Business du SaaS. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez intéressant à noter, c'est que tu as beau faire x2 sur ton CA et donc ça peut faire rêver le x2 sur le CA. En fait, si ta bottom line n'a pas bougé, c'est considéré comme un échec. Et ça, d'un point de vue mentalité, c'est vrai que chez les startups, ça n'existe pas. Tu vois ? Et donc, c'est super intéressant en fait de noter ça. Et par contre... Du coup, ce que ça veut aussi dire, c'est que il y a... Tu expliquais la pression du court terme. Ça veut aussi dire que d'un point de vue terrain de jeu marketing, naturellement, il y a des leviers qui vont être mis de côté, notamment le travail sur la brand. Ouais. Et tu mentionnais tout à l'heure, tu disais aujourd'hui on n'est pas très connu mais j'ai envie. Du coup, comment tu arrives à concilier ce truc-là, tu vois, en fait, la marque c'est un levier puissant de croissance. En même temps, c'est un poste de dépense plutôt long terme. Tout à fait. Comment tu réconcilies les deux, tu vois ? Parce qu'on a beaucoup de chance, parce qu'on a un président qui est ultra convaincu de l'impact de la marque. Et ça, c'était clé pour moi. Parce que sans ça, effectivement, on s'en tiendrait uniquement à des enjeux de lead gen. Et on a un président qui est ultra convaincu par, si je le dis de façon financière, si je le dis de façon LBO, c'est que en fait, le multiple qu'on peut atteindre en ayant non seulement de la lead gen, mais aussi de la notoriété, est tellement plus important que si on n'a que de la lead gen. Voilà, donc ça, avoir ce soutien, avoir ce sponsorship du président et qu'il le défende mordicus auprès du board, c'est ultra agréable pour nous. Bah, c'est clair. Voilà, et donc nous, on a ce confort-là. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui nous suit sur le fait que, il faut qu'on consacre du temps et de l'argent au fait de consolider la notoriété de nos marques clés. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a une culture de build-up. Et souvent, dans les LBO, on fait des acquisitions, donc, qu'on appelle build-up. Et certaines entreprises qu'on a pu racheter, donc notamment Explore, ils avaient une marque qui était connue. Et le sujet, c'est de capitaliser sur cette marque, en fait. Et de réussir à continuer les investissements qui sont faits sans créer de jalousie de l'autre côté sur des marques qui historiquement n'étaient pas développées parce que c'était pas le pari des dirigeants de l'époque. Et donc de réussir à progressivement dire en fait ce chemin qu'a fait Explore, il faut qu'on réussisse à amener Double Trade à le faire, à amener Corporama à le faire. Et comment est-ce que on bénéficie de l'expertise des gens qui l'ont fait chez Explore, chez Double Trade et chez Corporama. Et ça, ça a été un de mes challenges de cette année. Ça a été du coup, il y a eu cette acquisition du groupe Explore. C'était de comprendre là où ils avaient massivement investi, où ça avait hyper bien fonctionné, là où il y avait des ratés.
ça n'avait pas marché, mais ok, bon, bah, au moins ils ont tenté, enfin, genre, chapeau. Et de se dire, ok, comment est-ce que l'expertise des personnes qui ont construit ça, on la met à profit pour les autres marques, sachant qu'on a un temps et des moyens qui sont limités, donc on va pas le faire pour toutes les marques, en fait. Et donc moi, une grosse partie de mon année, ça a été ça. Et un des enjeux de la transformation du pôle client, à minima sur la partie marketing, ça a été de comprendre quels étaient les facteurs d'hygiène qui étaient maîtrisés, ceux où il fallait impérativement qu'on injecte, enfin qu'on agisse hyper vite pour se dégager des marges de manœuvre pour ensuite pouvoir investir là où on devait le faire. Donc, de façon à, si je me retourne sur mon année, en fait, ça a été une année très tactique. Et la vraie mise en place de la stratégie, c'est maintenant. Ouais. Oui, parce que sur une première année, tu sais aussi que tu as du quick win à aller chercher. Exactement. Donc on se concentre là-dessus, on fait les preuves déjà là-dessus pour montrer patte blanche en disant on est capable d'aller en chercher. Et puis après, c'est là où on envisage peut-être un peu plus les trucs long terme, quoi. Ouais, moi petite anecdote, je suis arrivée le 5 septembre, je crois que genre 5 jours plus tard, j'avais une partie de l'équipe sales qui venait me voir en me disant Ada, faut absolument que tu changes les AdWords, c'est pas possible, moi je n'en peux plus, ils sont de tellement mauvaise qualité. Mais il me parlait à ça. J'étais là, wow, il y a un niveau de tension. Enfin, j'étais là, c'est trop chouette. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il y a des choses. En fait, bouger un tout petit peu le curseur va avoir un impact énorme. Et ça a eu un impact énorme. On a augmenté le nombre de leads, augmenté les taux de transfo, augmenté le CA de façon drastique. Finalement, et ça, on a tout de suite du coup eu le buy-in des sales, parce qu'en fait ils ont vu à quel point on pouvait, avec s'ils nous faisaient confiance, s'ils nous laissaient un tout petit peu le temps de bosser, comment on pouvait vraiment changer la donne pour eux. Et donc maintenant, là, c'est le temps de l'amplification, le temps des paris aussi. Et donc ça c'était aussi un de mes boulots cette année, ça a été vraiment de créer suffisamment de confiance avec les responsables commerciaux pour se dire, ok, bon, toi sur Double Trade, c'est quoi les trucs dont tu es sûr, parce que tu connais vraiment le marché, c'est quoi les secteurs où il faut absolument qu'on prenne la parole. Et puis, c'est quoi les paris? Nous, on a ça et ça et ça comme paris qu'on voudrait faire. Ouais, on voudrait intervenir sur les réseaux sociaux. Oui, on voudrait faire du social selling. Est-ce que tu nous suis là-dedans? Est-ce que tu es OK pour faire des tests? Je vais vous prendre un exemple ultra concret. J'ai des personnes dans la boîte qui n'ont pas de compte LinkedIn. Ah ouais. Petit challenge pour faire du social selling. Donc, OK, comment est-ce qu'on les embarque? Et un des très gros enjeux en PME, et pour réussir de passer du statut de PME à ETI, et une fois de plus, sachant que vraiment tout le monde regarde dans la même direction là-dessus. J'ai pas des gens qui sont en train de se dire c'est bon, je me casse à la fin de l'année. Non, en fait, vraiment, énormément de gens ont investi, donc énormément de gens se disent ok, il faut... Il y a un attachement, voilà. Alors, et en parallèle, il y a un attachement, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, il y a des gens qui sont là depuis le début. Ouais. Donc on a les deux. Tout le monde n'est pas là depuis le début, mais il y en a une partie conséquente qui est là depuis le début, qui sont ultra attachés, et en plus, ils sont tellement attachés que énormément ont investi. Et donc, ça facilite quand même le fait de regarder dans la même direction et d'avoir une discussion franche et ouverte sur la dose de pari qu'on est prêt à prendre. Ouais. Voilà. Et le fait de se dire, ok, bon bah... on va évangéliser sur le fait de créer des comptes LinkedIn pour tout le monde. Dit comme ça a l'air bête comme chou. Enfin, un compte LinkedIn, c'est quand même la propriété d'une personne. Enfin, complètement. Ouais. Voilà. Donc, ce travail de quick win, vraiment comprendre les marchés sur lesquels on opère, sachant que, comme on le disait plus tôt, ultra large. Ouais. Ultra large en termes de secteur, ultra large en termes de type de société. Et avec un historique où on a toujours fait comme ça depuis 30 ans. Donc réussir à avoir le buy-in pour dire ok, bon on y va, on va faire un petit peu différemment. On se ménage 20% de changement. On y va? Ok, on y va. Et là on a le plan de guerre, donc là ça y est, on commence à dérouler. Excellent.
tu as mentionné donc plusieurs fois aussi que plusieurs marques. Ouais. Donc il y a le challenge global, voilà, mais il y a aussi du coup le challenge de chacune des marques. D'un point de vue organisationnel, comment est-ce que vous êtes organisé autour de ces différentes marques? Du coup, il y a une équipe par marque, c'est commun. Tu vois, même les sales, par exemple, est-ce que c'est une équipe, c'est un plateau pour tout le monde? Bah, tu vois. Alors, non, on a gardé les marques et on a une orga commerciale qui est par marque. Donc, il y a l'équipe Explore, l'équipe Double Trade, l'équipe Spigawa et ainsi de suite. On a pour autant des plateaux qui peuvent être communs parce qu'en fait on a plusieurs sites. On a un site à Issy-les-Moulineaux, un site à Nantes, un site à Bidart, un site à Toulouse, et on a énormément de remote. En fait on a une culture historique du remote qui date qui a été amplifiée par le Covid, hein, clairement. Évidemment. Mais avec les paris, parce qu'il y a quand même énormément de tech dans la boîte, et le pari des fondateurs historiques, c'était de dire en fait nous on est prêts à prendre des gens qui sont n'importe où, peu importe là où ils habitent, en fait on veut avoir les meilleurs dans leur sujet. Donc il y a cette culture du remote qui individuellement est canon. Parfois les gens peuvent se sentir seuls. Moi, j'avais une partie de mon équipe Customer Success qui était éclatée un peu partout en France, et on a recommencé à mettre des événements. Voilà, parce que évidemment, le Covid a vachement arrêté, entamé cette dynamique-là, et donc là, ça y est, c'est reparti. Et c'est hyper agréable de voir à quel point ça fait un bien fou. Donc la façon dont on fait ces événements et la logique qui préside à la réflexion et à l'opérationnalisation sur les marques, c'est de se dire, si je reprends ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur Intesia, sur ce qu'est Intesia, en fait, si je caricature, on a trois types de problématiques sur Intesia. Tu as vraiment les marchés publics, les boîtes qui font une part substantielle de leur business sur les marchés publics. Ok, en fait, là, on va... chacun est dans son couloir de nage avec sa marque, qu'il soit sales, qu'il soit marketing, hein, mais en revanche, on va les animer ensemble. Donc c'est vrai que on demande à la personne, au chef de file marketing, d'être capable d'animer et de fédérer ces sales qui soient sous la bannière Double Trade, bannière Spigao, bannière Wanao. Parce qu'en fait, ils ont des spécificités. Wanao, c'est l'expert des assurances, c'est l'expert du médical. C'est l'expert des gens qui répondent mais à des centaines d'appels d'offres. C'est des machines de guerre, ces boîtes. Le marché public, c'est stratégique pour eux. Spigao, c'est vraiment la construction. Donc Benjamin qui s'occupe de ça, d'un point de vue marketing, historiquement il vient de chez Wanao, mais on lui a dit ok, t'as fait un boulot remarquable là-dessus, donc en fait on voudrait que tu sois le référent sur toutes les problématiques marketing, donc de lead gen et d'upsell, sur la partie marché public, parce que tu le fais hyper bien. Et donc, il fait régulièrement le tour à Issy-les-Moulineaux, à Bidart, à Nantes, pour dire, voilà, en fait, tout ce qu'on va faire sur marché public. Et on a un plan de guerre sur marché public qu'on a décliné ensuite par entité, parce que chacun a ses spécificités. Donc, on a cette partie pour marché public. Ensuite, on a une partie qui est la lead, sales engagement généraliste. Donc, ça va être typiquement Corporama. Et là, on a tout ce qui va être toutes nos solutions pour générer du business. Donc, il y a Corporama, il y a Société Info, voilà. Et donc là, on a des sales qui sont par marque, et on a un certain nombre de problématiques marketing qui sont communes, et on a aussi un chef de file. Voilà. Donc la façon dont on l'a structuré actuellement, c'est travailler sur des problématiques, voilà, avec des chefs de file qui peuvent ensuite avoir des personnes qui vont être spécialisées sur un certain nombre de sujets. Va y avoir celui qui est hyper bon sur le contenu vidéo, sur le contenu rédactionnel, et ainsi de suite, et qui va pouvoir faire appel à ce pool de ressources. Et un des challenges que moi je veux pousser cette année, c'est tout ce qui est product marketing. Qui est un poste qui pour moi est stratégique, parce que, je le rappelle, moi fondamentalement, ce
ce qu'on nous demande, c'est de maximiser le NRR. Et donc, c'est de s'assurer que les bons clients, on leur pousse les bonnes news sur tiens, il y a telle fonctionnalité qui est gratos, mais est-ce que tu en as tiré le meilleur parti? Est-ce que tu sais leur expliquer comment on l'utilise et ainsi de suite? Il y a leur faire savoir que ouais, il y a de nouveaux modules. Ceux-là, ils sont payants. Voilà, est-ce que tu veux veux faire un test gratos? Est-ce que tu veux rencontrer un sales pour en parler? Voilà. Et ensuite, on a faire un certain nombre de partenariats sur nos produits avec, par exemple, Spigao. On est imbriqué d'un point de vue tech avec les logiciels de chiffrage. Voilà. Donc, c'est hyper important. Donc, cette partie marketing produit qui va travailler un certain nombre de partenariats avec ces éditeurs de logiciels. Et on a la même chose sur Corporama et on a la même chose qu'on veut pousser sur les solutions de marché d'autres solutions de marché public. Et donc, là, ce pôle, en fait, qu'on faisait un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on en faisait sans le savoir, par petites touches. Là, l'enjeu, c'est de l'industrialiser. Et donc, on est en train de réfléchir à monter une équipe qui va être dédiée à ça pour que vraiment on augmente drastiquement le NRR. Ok. Donc, j'ai l'impression que il y a un peu différents niveaux en fait par lesquels tu passes pour organiser un petit peu cette équipe, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a un peu un espèce de chapeau qu'on peut appeler un espèce de chapeau expertise, tu vois, une espèce de grosse expertise. Et à l'intérieur de cette grosse expertise, tu vas avoir des compétences spécifiques. Ouais. Et ces compétences spécifiques, du coup, parce que de ce que je comprends aussi, c'est que tu as donc pas mal de marques, mais il y a pas mal de points communs, en fait. Il y a pas mal d'overlap sur certains sujets, ou en tout cas, tu peux faire bénéficier de compétences communes. Donc après, toi, je sais pas si c'est toi ou si ça avait été fait dans le passé, mais il y a ce travail de, OK, qu'est-ce qui peut être un peu commun? C'est comme ça que vous avez identifié les grosses expertises. Et à l'intérieur, OK, comment on met à disposition les compétences pour qu'on puisse maximiser le... Ouais. C'est ça? Exactement. En fait, le travail, il a été... vraiment dans les toutes premières semaines où moi je suis arrivée, en fait, c'était de se dire, on a 3 personnes qui font exactement la même chose, parce qu'en fait, dans les 3 entités, ils vont animer des gens qui répondent au marché public, qui ont une vraie problématique de marché public. Et ça a été de se dire, OK, en fait, on a tellement de marques et tellement de sujets qu'en fait, il faut qu'on ait un chef de file qui soit ultra identifié, parce que ce sera beaucoup plus simple pour les sales et pour les CSM d'avoir ce référent, et de se dire que les gens qui ne vont plus avoir ce boulot-là à faire, et en fait, on va les pousser à se développer sur, en fait, OK, qu'est-ce que c'est que de faire du BizDev, qu'est-ce que c'est de faire du SaaS, et comment est-ce qu'ils réutilisent ce qu'ils faisaient, et ce qu'ils faisaient accessoirement très bien, mais sur d'autres sujets, pour que, en fait, le groupe gagne en visibilité sur ces sujets, et que les sales aient le maximum de contenu à leur disposition, qu'ils aient du contenu qui soit sur les marchés publics, qu'ils aient du contenu qui soit sur le DaaS, qu'ils aient du contenu qui soit sur le sales engagement, parce que fondamentalement, les problématiques de nos clients vont souvent regrouper les 3 sujets. Et donc vraiment, c'est plutôt que de se dire j'ai 3 personnes qui se retrouvent à rédiger les mêmes contenus, faire les mêmes data viz et compagnie, c'est de se dire OK, on en garde un qui le fait, et les autres, OK, quels sont les sujets que vous voulez prendre, et où en fait pour l'instant on prend peu la parole et on a un coup à jouer, parce qu'en fait en termes d'upsell et de cross-sell, c'est majeur. Donc on y va. Et donc c'est ça qu'on a aussi passé du temps à construire cette année. C'était de se dire, ça on le fait super bien, comment est-ce qu'on le réplique sur les autres entités? Tu vois, quand tu commençais à expliquer du coup les personnes que tu as identifiées et comment, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie logique aussi de comment est-ce qu'on peut amplifier la personne ou amplifier sa zone d'influence à l'intérieur du groupe. Tu confirmes, c'est globalement ça? Ouais, en fait, comme historiquement, c'était vraiment sales motion, et le marketing, comme je disais, son apport était entre 20 et 40% en fonction des entités, mais du coup, c'était, c'est pas une marque, c'est pas des boîtes B2C. Voilà. Équipe très courte et essentiellement des couteaux suisses, en fait, des gens qui sont amenés à faire
énormément de choses. Ce qui fait que parfois dans une même journée c'était et je prépare le CIMI et en même temps je fais des posts sur les réseaux sociaux sur une étude sur la plomberie et voilà, bref, donc des journées très denses et finalement avec assez peu de temps pour se poser sur c'est quoi mes next best move pour avoir de l'impact. Oui, et c'est vraiment une vision exécution et basta. Voilà, sachant que il y avait vraiment un rythme effréné, c'est-à-dire que c'était parce que les équipes étaient très courtes. Et donc ça a vraiment été de se dire, ok, c'est incroyable d'avoir des gens qui sont couteaux suisses, mais du coup, il y a des choses, comme on est couteau suisse, eh ben on n'est pas expert. Donc si on se dit que c'est un facteur d'hygiène et qu'il faut être expert là-dessus, eh ben on sous-traite. Par exemple, la bulldozer. Donc ça, déjà, ça libère du temps. Alors, ça veut pas dire qu'on garde pas un œil sur ce qui se passe. Non, on bosse avec vous. Mais on dégage quand même du temps. Et ce temps, en fait, c'est de se dire, OK, ça, on le fait super bien. Comment est-ce qu'on réussit à le répliquer et à amplifier sur les autres sujets qui sont majeurs pour notre stratégie d'upsell et de cross-sell? D'ailleurs, je fais une toute petite side note, mais tu as mentionné que Société Info faisait partie du groupe, et ça, pour le coup, il y a beaucoup de start-upers qui connaissent. Ouais, super belle boîte. donc voilà, effectivement, Société Info fait partie d'Intesia. Toi, tu as aussi un rôle en interne qui est d'accompagner la transfo au sein des différentes équipes. Ouais. Comment est-ce que... C'est quoi un peu les best practices, tu vois, sur le sujet? Alors, moi, j'étais une création de poste. Le pôle client, ça n'existait pas historiquement chez Intesia et c'était pas découpé non plus pareil chez Explore. Donc moi pourquoi est-ce que le président m'a recruté? C'était parce qu'en fait on était chez Intesia avec une culture tech hyper forte. Hyper forte. Et des techs qui étaient passionnés et qui avaient envie de faire des choses. Mais parfois, il fallait la boucle retour. En fait, la conviction de Yannick, c'était de dire ça, c'est canon. On est assis sur une mine d'or avec une tech aussi forte, mais il faut qu'on réussisse à créer de la circularité avec le client. Et donc, son parti pris, ça a été de dire en fait, il faut qu'il y ait un pôle, il faut qu'il y ait un membre du COMEX qui incarne cette voie-là. Parce que c'est pas les commerciaux, ils connaissent hyper bien les prospects et leurs clients, mais on a un parc client avec vraiment, ne serait-ce que sur le périmètre Intesia historique, plus de 10 000 users, 10 000 comptes, pardon, et encore plus de users, à peu près 30 000. Donc, c'est de se dire, OK, bon, comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte d'avoir quelqu'un qui va porter les enjeux de lifetime value, parce que fondamentalement c'est ça. Oui. Le commerce historiquement était obligé d'être le porte-drapeau de ça, mais avec toujours, et c'est normal, ce tiraillement de ouais, mais en fait moi on me demande de faire des new logos, faut que je fasse du closing, faut que je fasse du closing, donc voilà, parfois, se dire, OK, bon, on lance une nouvelle plateforme. Bon, s'il y a ça, c'est bon, ça suffit pour vendre. Et moi, je comprends complètement la réaction du sales qui dit ça. Mais du coup, moi, mon job, c'est de dire, ça, c'est super pour vendre, mais en complément, et le point fondamental dans ma phrase, c'est en complément, c'est de dire, pour que le client reste longtemps et passe éventuellement au plan du dessus, en fait, il a aussi besoin de ça et ça. Et ensuite, arbitrage produit, quand est-ce qu'on peut les avoir développés? Est-ce qu'on est obligé de les avoir immédiatement? Non, pas nécessairement. On peut se dire, OK, que si on donne juste la visibilité au client sur le fait qu'il les aura dans X semaines ou X mois, c'est good enough. Pas de problème. Mais moi, mon job, c'est de faire ça. Donc maintenant, et c'était important que ce soit positionné au niveau du COMEX pour que, si je le dis de façon jeu d'échecs, pour que y ait un contrepoids à la tech, un contrepoids au COMEX, au commerce, au sein du COMEX. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Comment ça a été vécu par les équipes?
Moi, donc, j'ai 3 équipes. J'ai l'équipe marketing, j'ai l'équipe CSM et j'ai l'équipe Sales Ops. L'équipe marketing, ça a été... paradoxalement, je pense que c'est l'équipe pour laquelle ça a été le plus dur. Ah ouais? Ah ouais, bah oui, alors c'est paradoxal, ouais, parce que je m'attendais à ce que ce soit l'équipe pour qui c'est le plus simple. Non, ça a été le plus simple pour les CSM. Parce qu'en fait, les CSM, ça je parle pas d'Intesia, mais c'est souvent la dernière roue du carrosse. Ouais. Oui, là tu les remets au centre du jeu. Exactement. Donc eux, bah, ça a été super dès le début, et j'ai eu aucun sujet sur le fait que, bon, bah, ok, c'était un pôle à part. Et au contraire, eux, ils voyaient leurs problématiques portées à la tech, portées au commerce, et donc avec un dialogue d'égal à égal. Et donc, génial. Est-ce qu'ils ont, excuse-moi de te couper, ouais. Mais est-ce que l'équipe CSM c'est une équipe de vente qui a un objectif de closing? Alors, qui n'a pas d'objectif de closing, mais qui a un mandat de détection d'upsell. Ouais. Si tu veux, je fais la petite parenthèse là-dessus. Vas-y. Moi, je suis arrivée, le CSM, en fait, il avait à faire les onboarding et le suivi client. C'est tout. Et dans le suivi client, il y a gestion des tickets, ainsi de suite. SAV. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Ouais. C'était du support Oui. client. Sauf qu'en fait, on a une équipe Customer Success qui a une compréhension des sujets de leurs clients et une intimité avec leurs clients, parce que au global, et ça c'est un des points sur lesquels moi je suis hyper fière de toutes les solutions logicielles qu'on a, c'est qu'on a des clients qui restent hyper longtemps. On a des clients qui en moyenne sur double trade restent 7 ans. C'est chouette. C'est clair. Voilà, Explore, même chose, chapeau. Donc, on a des équipes CSM qui, en fait, avaient la capacité à faire beaucoup plus. Et ma conviction, c'était de dire, c'est critique de faire beaucoup plus, puisque notre KPI, là où on nous attend, c'est le NRR. Et donc, il y a des trous dans la raquette. Et donc, les trous dans la raquette, c'est faire du suivi, mais faire du suivi proactif. Voilà. Donc certaines entités du groupe le faisaient déjà, pas toutes. Et donc ça a été de mettre ça en place là où c'était pas en place. Ensuite, sujet épineux, là pour le coup, l'upsell. Et là, en fait, sujet épineux facialement. En fait, dans les faits, les sales, ils étaient hyper contents de dire ce qui est simple et qui rend un vrai service au client, genre tu m'ajoutes 2 départements, tu me mets une licence. Le CSM, il est beaucoup plus réactif, en fait. Le sales, il a tellement vu les taux de transfo, il a un agenda qui est saturé, donc faire ce bon de commande-là, en fait, il a limite envie de faire de la gratuité, si je caricature. Hein. Il a limite envie de faire de la gratuité et hop, on n'en parle plus. Mais pour autant, en bout de chaîne, ça fait quand même le même travail derrière, donc autant le monétiser. Et ça, on a convenu avec les sales que les CSM avaient leur mandat et c'était OK qu'ils fassent de la vente autonome sur un certain nombre de choses. Et puis ensuite, c'était de se dire, il y a des produits où, honnêtement, les CSM, ils vont être hyper bons en détection. Ils n'ont pas d'objectif de closing, c'est pas là où on maximisera le taux de transfo. Ils vont être bons parce qu'en fait, la posture que moi j'ai demandé à mes CSM, c'est vous êtes les garants du fait que le client en est pour son argent. Voilà, c'est vraiment ça votre posture. Donc si vous détectez que honnêtement il a besoin d'une solution pour faire des réponses automatisées, des rédactions de mémoire technique automatisées, c'est un truc qui est compliqué à vendre parce qu'il y a souvent la DSI et tout ça. En fait, votre job, c'est d'identifier ça, de positionner ça et de faire la transmission nécessaire avec le sales qui va être le meilleur pour vendre ça. Vous faites de la détection. Donc c'est comme ça c'est la ligne de conduite et honnêtement, ça marche hyper bien. Là, je regardais les chiffres hier soir pour faire mes devoirs. En termes depuis le début de l'année, les CSM sur le périmètre double trade et Spigao, ils ont vendu en autonomie 300 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est une équipe qui est courte. Et en détection, on va dépasser les 200 000 €. Et là, ces produits-là en détection, c'est du pur ARR.
ce qui n'est pas nécessairement le cas de ce qu'on vend en one shot. Donc ça, ça a été le premier, la première nouveauté en fait en termes de responsabilité, ça a été de dire ok, sur l'upsell, voilà ce qu'on fait. Il y avait des entités où c'était fait, puis il y avait des entités où c'était pas fait du tout, voilà. Et donc homogénéiser les règles. Et ensuite, le vrai sujet, c'est les résiliations. Parce que là, on avait des trous dans la raquette dans certaines entités, où en fait, c'était ni chez les sales, ni chez les CSM, ni à la factu. Voilà, en fait, c'est la patate chose que personne ne veut se refiler, en fait. Ouais, en même temps, bon, je jette pas la pierre. C'est effectivement... Ah non, mais c'est clair. C'est la tâche... de prime abord, on se dit que ça va être la tâche ingrate. Et du coup... Moi, je suis fondamentalement convaincue quand... avant d'avoir un avis, je me suis plongée dans 1 an de motifs de résiliation. Et par entité. Et ce qui fait que moi, ma position sur les résiliations, sur où tombe la responsabilité des résiliations, elle n'est pas monolithique. Elle est de dire, sur un certain nombre de logiciels, les motifs de résiliation, c'était un manque d'usage. Dans ce cas-là, no-brainer. Ça va chez les CSM. Et en fait, le job du CSM, c'est qu'on réussisse à lui redonner, automatiser au maximum, parce qu'ils n'avaient aucun outil. Donc ça a été de leur mettre en place des outils pour générer suffisamment de temps disponible pour qu'ils aient le temps de mieux faire le suivi des clients. Donc espérer qu'en bout de chaîne, il y ait moins de résiliation et avoir le temps nécessaire pour gérer les résiliations et faire soit des contre-propositions avec du downsell, soit reconquérir. Et la blague, c'est que là, depuis, on l'a mis en place au printemps et on a généré plus de 100 000 € de win-back, de pur ARR. Ça fait du bien quand même. C'est clair. La DAF, en tout cas, est hyper contente. Voilà. En revanche, j'ai une autre entité. Quand on creuse les motifs de résiliation, c'est... money, money, money. Ok. Dans ces cas-là, c'est pas malin de mettre ça au CSM. Parce qu'en fait, ces discussions-là, un sales les aura bien mieux, sera plus efficace. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la responsabilité du CSM, c'est de s'assurer qu'il a fait le maximum, dans le cas d'Explore, en termes de suivi, en termes de prévention du risque, en termes de visibilité sur l'usage auprès du client et auprès du sales, pour que le sales entame la discussion difficile dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, sur la partie CSM, moi, mon job, ça a été 1, de les outiller, 2, de cartographier là où on avait des trous dans la raquette en termes de responsabilité, de définir avec les sales des process pour se dire ok, donc là l'upsell ça marche comme ci comme ça, on met en place les règles, on met en place le Salesforce, on voit avec la compta comment on le fait, avec les résils on met ça comme ça, le win-back ça marche comme ça, et d'avoir un reporting unique et clair. Et ça ça marche dans les trucs qui marchent, ça marche, voilà. Et je suis désolée parce que je ne me souviens plus de la question de départ. Moi, je vais reboucler sur le sujet qui était... parce que du coup, tu avais ouvert la porte de... ok, on a fait un gros effort, il y a eu un gros shift qui a été fait sur la partie win-back, rétention, NRR, etc. Ouais. Et tu disais, paradoxalement... C'est avec les marketing où ça a été le plus dur. Ok, ça y est, merci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des équipes courtes. Il y avait une liste de courses qui était hyper longue de la part des sales. Et du coup, ils se disaient, non mais attendez... Oui, ça se rajoute à la pile. Ouais, là, en fait, c'est plus une colline que j'ai à monter. C'est un Everest. Et donc, moi, mon sujet, ça a été de dire, ok, on va dépiler... On va d'abord commencer par regarder ce qu'on fait, l'impact de ce qu'on fait, et de savoir si on est les meilleurs pour faire ce qu'on doit faire. Et c'est là où on s'est dit, il y a des trucs, il faut qu'on les sorte. C'est pas nous qui devons les faire. On doit les faire, mais c'est pas nous qui sommes les mieux positionnés pour le faire. Donc on prend des partenaires pour le faire. Il y a des choses où on a des énormes trous dans la raquette, et même si on a une liste de courses comme ça de la part des sales,
bah, c'est super, mais c'est pas là où on va avoir le plus d'impact. Et ça, c'est une révolution copernicienne pour les équipes marketing. Donc et pour les sales aussi. Parce qu'en fait, c'est une autre façon de travailler. Je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est toujours les discussions les plus chouettes qui soient. C'est sûr. Mais pour autant, s'il y a un truc que moi je garde, c'est que le commerce reconnaît qu'ils ont un énorme besoin du marketing, que même si historiquement ça n'est que pour certaines entités 20% du business, c'est 20% du business dont ils ont besoin. Et il y a un vrai... moi, je prends les discussions musclées qu'on peut avoir parfois là-dessus, sur ça va pas assez vite, vous avez pas les bonnes idées tout seul, voilà, c'est nous qui savons. Comme, ok, en fait, on a hyper besoin de bosser ensemble et c'est génial. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et maintenant, bah, le sujet, c'est d'être clair sur le plan de guerre. Donc maintenant, il y a 3 entités sur lesquelles on est ultra clair sur le plan de guerre. Donc maintenant, je vais dire, il y a plus qu'à dérouler et on a mis en place les outils, les équipes pour le faire. Et c'est de faire la preuve à travers cette entité-là qu'en fait, ça vaut le coup. Que ça vaut le coup parce que, en fait, on a plus d'impact. On va avoir beaucoup plus de reach. On va avoir beaucoup plus de leads, à la fois en newbies et en upsell. Donc moi, mon parti pris, ça a été de dire, OK, il y a des équipes avec lesquelles je vais pas changer immédiatement la façon de bosser parce qu'en fait, ça fait trop d'un coup. Donc, les équipes avec lesquelles on a un buy-in facile et où il y a un alignement des planètes, on y va et on fait la preuve par l'exemple. Quick win. Ouais. C'est un peu cet esprit-là. C'est un peu mon surnom, on va dire. Alors, je pense que beaucoup de gens dans la boîte, parce que moi j'ai la réputation d'être quelqu'un d'hyper structuré. D'abord, on réfléchit, d'abord, on regarde les motifs de résil avant de prendre des décisions. Vont bien se marrer en entendant Quick Win. Mais bon, pour une fois, ça fait du bien. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Je suis d'accord. Bah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Je ferme, on va dire, cette porte-là pour en ouvrir une plus petite autour de l'IA. Ouais. Parce que je sais que vous expérimentez, que vous développez des choses autour de l'IA. Donc, comment est-ce que vous exploitez ces sujets-là en interne ? De plein de façons. Si je le prends, il y a une partie qui est gros focus sur le développement de nouvelles fonctionnalités autour de l'IA. Ok, mais ça... Vos produits s'y prêtent bien. Voilà. Faire de la prédiction sur les marchés qu'on a le plus de chances de gagner, ainsi de suite. Donc ça, en termes de boucle retour sur les attendus des clients, nous, on y contribue, mais moi, ça ne change pas le quotidien de mes équipes. En revanche, sur la partie marketing, il y a un certain nombre de choses où l'IA nous fait gagner, en termes de productivité, un temps mais infini sur le fait en termes de rédaction. Alors ensuite on est bien obligé de repasser derrière parce que ça se voit, mais en termes de génération d'idées, en termes de duplication de messages, parce que parfois on peut être sec, ce genre de choses, ça on l'utilise à fond les ballons, mais c'est notre toutouille et c'est vraiment comment est-ce qu'on gagne en productivité là-dessus. Là où l'IA nous aide beaucoup, c'est qu'on a mis en place un outil d'écoute qui s'appelle Ripple-Tide, et qui écoute, c'est un bot qu'on invite dans les sessions avec les prospects, les clients. Donc c'est à la fois à destination des sales et des CSM. Et en fait, ça écoute le call, ça fait la synthèse de ce qu'on s'est dit, des prochaines actions, ça propose un email qu'on peut totalement amender si on le souhaite. Et surtout, c'est intégré au CRM. Donc on n'a plus besoin de ressaisir. Donc, ce qui fait gagner beaucoup de temps, tant aux sales qu'au CSM. Donc, ça, c'est super en termes de gain de productivité pour l'équipe CSM. Mais surtout, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'insights qui remontent de la part des prospects et des clients sur ce qu'ils voudraient, leurs points de douleur. Et ça, c'est une mine d'or. Et c'est une mine d'or. Et grâce à cet outil, on a de l'insight,
backés par de la data. Et donc en fait, on fait des extracts pour savoir qu'est-ce qui remonte le plus. Donc ça, côté produit, ils sont hyper contents parce que c'est direct. Quelles sont les objections? Ok, donc nous, d'un point de vue marketing, c'est génial parce que en fait, on peut construire, amender notre site, amender nos plaquettes, tous nos supports pour les commerciaux de façon à anticiper cette objection, leur dire comment réagir. Même chose côté CSM, en fait. Et ça, vraiment, ça change le quotidien parce que on n'a plus besoin d'être là. Tu m'invites à un rendez-vous commercial, s'il te plaît? Oui. En fait, tu te connectes à Ripple-Tide et tu as les infos. Alors ensuite, ça ne remplacera jamais le fait de quand on a un super client qui est hyper ouvert, que le sales ou le CSM nous propose de venir pour discuter en direct. Évidemment, ça le remplace pas. Mais on va pas toujours, on ne peut pas doublonner. Donc, au risque de passer pour une geek, moi, une fois par mois, je me fais une vingtaine de calls. Alors j'avoue, je les écoute en x5. Mais c'est aussi l'avantage. C'est que du coup, c'est que dans la vraie vie, tu peux pas accélérer. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus vite, s'il vous plaît? Et voilà, et comme ça, en fait, je sais... j'ai l'impression d'être à la page et de pas être complètement déconnectée de ce qui se passe, à la fois côté sales et côté CSM. Et c'est quelque chose qui, vraiment, d'un point de vue pôle client, nous change la vie. Et aussi, autre effet, c'est que parfois, par exemple, on est en pleine migration d'outils sur un des logiciels et il y a une vraie vertu à enregistrer et à partager les calls avec les clients parce que parfois, se rappeler de ce qu'on s'est dit pendant un call, c'est très vertueux. Hein, oui, j'imagine. C'est une exigence qui honore les deux parties. Ouais, complètement. Ok, cette partie-là, donc c'est une partie que tu intègres dans la partie Sales Ops? Ouais. Ok. Donc c'est toi qui gères, je veux dire, il y a une équipe qui gère aussi cette partie-là et qui est un peu honneur de ce sujet, quoi. Ouais, dans la partie Sales Ops, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé. Donc il y a cette partie Ripple-Tide qui est comment est-ce qu'on outille les sales, les CSM, le marketing, le produit pour que tout le monde ait accès aux insights, puisse les remonter et sans rajouter énormément de taf, en fait. Donc, il y a cette partie-là que j'ai mise en place. On l'a déployé progressivement, mais ça fait à peu près... ça fait depuis novembre dernier qu'on travaille dessus. Et ensuite, il y a toute la partie CRM. Et la partie CRM qui est ultra critique. Donc, on a Salesforce d'un côté et HubSpot de l'autre. C'est bien, ça permet de... Vous faites partie de ces équipes qui ont les deux. Voilà. Et donc moi, j'ai quelqu'un qui est dédié à ça de façon à ce que le CRM soit le plus clean, le mieux utilisé possible pour que la transmission d'informations, parce que clairement, côté Intesia, c'était absolument pas le cas côté HubSpot, côté Explore, où vraiment ça avait été pensé par le DIRCO de façon à ce que ce soit fluide entre les équipes, qu'il y ait une bonne transmission d'informations. Mais côté Intesia, c'est vrai les vues étaient ultra tronquées, on remontait pas les infos, on n'avait pas déployé Salesforce Cloud pour les CSM, donc il y a eu un gros coup de collier à mettre sur cette partie-là pour équiper, assainir notre CRM, équiper les équipes qui n'avaient pas leur vue déployée, et puis s'assurer de la transmission des informations entre les équipes. Parce qu'on était... c'était un vrai point de souffrance. Déjà, le premier à en souffrir, c'était le client qui disait « Mais attendez, mais ça, je l'ai déjà expliqué, donc qui n'est pas. Me faites pas répéter, je perds du temps. » Sachant que pour eux, c'est pas nécessairement des gros investissements. Donc, allez hop, on avance. Et donc ça a été... on est toujours dedans, vraiment. La situation côté HubSpot a été... pensée différemment à l'origine et très adaptée à la façon dont la fameuse boucle vertueuse entre le commerce, le CSM, le marketing, le produit est pensée. Donc là, il y a moins d'enjeux, si ce n'est le fait de rester up-to-date en termes de process, quoi. Ok. C'est quoi les prochains défis, là? 2025 approche, c'est quoi les... Alors, les prochains défis.
Sur la partie marketing, c'est dérouler le fameux plan de guerre sur les entités où on a le buy-in, voilà, et accompagner l'équipe sur les compétences qu'on n'a historiquement pas dans le groupe, et s'assurer que la greffe marche au mieux et que tout le monde se sente bien, parce que c'est vraiment hyper important. C'est tellement précieux d'avoir des gens qui sont là depuis 10 ans, qui connaissent tout le monde, qui sont capables d'embarquer, même si c'est pas leur rôle. Donc ça, c'est le premier gros challenge d'un point de vue marketing, c'est réussir à mettre en place cet orga avec des référents, suivre le plan de guerre et accepter parfois de faire la déception du côté des équipes sales. Voilà. C'est la première partie. Côté CSM, le challenge, il est vraiment de continuer à niveler par le haut le rôle du CSM et de se dire, en fait, le rôle du CSM, il est capital dans le fait de pousser l'upsell, de pousser le cross-sell. Et donc, ça veut dire avoir un suivi au cordeau. Ça veut dire avoir une maîtrise des produits hyper forte pour être capable de bien les détecter. Et moi, mon parti pris là-dessus, il est... Comme on a des sales qui sont là depuis hyper longtemps, ils maîtrisent énormément d'outils. Les CSM, on leur a jamais demandé de maîtriser tous les outils. Donc en fait, ça va être de commencer par 4 outils, 4 modules, et de dire, ok, notre job, c'est sur tel type de cible de réussir à faire la détection de façon systématique. Voilà. Donc ça a été de poser les jalons et donc maintenant de décliner ça un peu partout. Et donc concrètement, ça veut dire faire évoluer, former les gens sur cette détection. Ça veut dire entretenir la dynamique avec des revues de compte. Et ça veut dire aussi faire évoluer les outils, parce que pour l'instant, il y a assez peu d'intelligence, enfin, on leur pousse pas nécessairement, en fait, dans le CRM, les aider, les équiper, en fait, pour que ça leur prenne le moins de temps en amont, en fait, de préparation. Ça, c'est le premier sujet côté CSM. Le deuxième sujet côté CSM, c'est qu'on a une énorme migration en cours. Donc, on est en train de passer d'un outil vraiment ancien, côté Spigao, à un nouvel outil. Et ça veut dire, là, on est sur la migration des grands comptes. Et donc, c'est un travail de très longue haleine. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, quand même. Ah ouais. Voilà. Et c'est de réussir à l'achever. Mais à l'achever, toujours avec cette perspective du NRR, en se disant, quand je migre telle boîte qui fait des revêtements sportifs, oui, j'ai ça aussi dans mon portefeuille. Je sais qu'eux, ils ont un besoin de DAS. Donc j'ai intérêt à leur faire un truc aux petits oignons. Ouais. Et c'est de connaître ses paris, en fait. Je m'explique, c'est de se dire, là, on a des partenaires sur lesquels, d'une certaine façon, on est au taquet de ce qu'on peut leur vendre, en fait. Avec nos solutions logicielles, ils sont au maximum d'en avoir pour leur argent. Ouais. En revanche, j'ai telle autre boîte. Non. On peut leur proposer de faire des croisements, les revêtements sportifs, ok, avec les délibérations, parce qu'en fait, ça a vachement de sens de savoir où sont les communes qui vont avoir besoin de tout ça. Et ça, on est capable de le faire. On est une des rares boîtes en France qui est capable de faire ça. Et donc, c'est d'être vraiment quand on fait cette migration, d'avoir en ligne de mire l'idée que, ok, on a toute cette partie du portefeuille où on sait qu'ils pourraient en avoir pour plus. Ils pourraient mieux gérer leur business avec nous en s'équipant de ce module et de ce module. Et donc, ça veut dire accepter ce qui est hyper dur pour un CSM. CSM chevillé au corps et là, non mais attends, mais moi, je peux pas forcer mon client. Ouais. Mais en fait, nous, on pense que vraiment, il faut qu'ils goûtent à ça. Parce qu'en fait, voilà. Et donc, ça veut dire les accompagner humainement pour être décomplexés par rapport à ça. Ensuite, le client, il veut pas. Hein. Enfin, on n'a pas le chéquier. Ah oui, complètement. Voilà. Et donc, faire évoluer la posture par rapport à ça, qu'ils adhèrent à cette démarche, et puis que humainement, on la fasse, cette migration, mais sachant que c'est lourd. Honnêtement, c'est très lourd. Et sur la partie SalesOps, il y a toute cette partie d'accélération,
d'exploitation des insights qu'on a à destination du market, à destination du produit, ainsi de suite. Et puis, on a le fait d'avoir une meilleure data vise sur nos portefeuilles prospects, nos portefeuilles clients. Parce que pour l'instant, on fait ça de façon un peu artisanale. Ce qui est, on a un peu les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'en fait, notre job pour partir, c'est de faire du DAS, et pour autant, on ne se l'applique pas. Mais ça fait partie des gros projets 2025. Je voulais juste faire un petit commentaire quand tu parlais tout à l'heure, notamment de la partie sales, et que tu disais on a beaucoup de chance parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans, etc. Tu vois, tu le présentes de manière très positive, mais on pourrait aussi se dire que le côté un peu négatif, tu sais, c'est ce truc, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait Et donc, tu pourrais avoir ce truc-là, sachant que tu es dans un timing, toi, avec tes équipes, où tu as besoin de tester des choses, etc. Du coup, comment est-ce que tu arrives à faire concilier les deux, tu vois ? Eh ben parce que pour le coup, on a des super dircos. On a des super dircos qui sont déjà naturellement très portés sur le fait de tester des choses. Tu vois, quand je te dis qu'ils nous font des listes longues comme le bras de on veut un dispositif qui fait ça, ouais. C'est preuve du fait. C'est vrai. Voilà. Et qui n'ont pas peur de bousculer leurs équipes dans le bon sens. Hein. Oui. L'intégrité physique de tout le monde est préservée. Mais qui sont hyper moteurs là-dessus et du coup qui n'ont pas du tout peur d'aller voir leurs équipes pour leur dire non, attendez, c'est hyper important de tester ça. Hyper important. Donc, non, on y va, on joue le jeu. En revanche, s'ils se plantent, ouais, Mais c'est le jeu. Mais voilà, c'est le jeu et c'est normal. Bien sûr. Quand on leur dit non, on va pas faire ça, on va plutôt faire ça, si nous on se plante, on mérite la claque. Voilà, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Trop bien. Merci Anna. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode. Je vous invite à aller voir un autre épisode où on a parlé de multi-produits, multi-marques, c'est l'Empire. Je vous mets le lien juste là. Et puis sinon, on se dit à très vite. Merci Anna. Merci Jordan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!